Rebonjour pour ceux qui étaient déjà là avant avec nous. Donc, bienvenue à ce symposium littéraire. Donc, on a la chance de recevoir Frédéric Peters avec nous aujourd'hui pour une rencontre co-organisée avec la Maison d'Ailleurs. Donc, merci aussi à Marc Atala d'être ici avec nous et qui va donc modérer cette discussion avec Frédéric Peters, qui est donc l'un des plus grands BDastes du monde. Voilà, bonne discussion. Merci Loïc. Alors, merci d'être venus si nombreux. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde, mais finalement c'est des fois un peu plus sympa d'être peu que d'être trop. Vu le nombre, on s'est dit déjà qu'il y a eu quelques petits problèmes techniques, donc on allait un peu innover dans la présentation. Mais laissez-moi quand même vous présenter Frédéric Peters, qui... j'ai fait une petite bio comme ça quand même, ça me paraissait bien, parce que c'est un dessinateur et scénariste suisse, c'est pas non plus comme si ça croulait autour de nous, qui dessine depuis passablement longtemps. Une de ses premières bandes dessinées, en tout cas, qui lui a fait passablement connaître dans le monde francophone, c'est Pilule Bleue, qui est une bande dessinée sur laquelle peut-être on reviendra de manière parallèle, qui est une bande dessinée autobiographique, en tout cas inspirée de son histoire personnelle, et puis qui a fait pas mal de séries, dont peut-être la plus connue qui s'appelle Lupus, ou en tout cas une des plus connues, qui a reçu d'ailleurs un prix à Angoulême, sauf erreur en 2000, j'ai vu ça en 2007. Et l'idée de la discussion aujourd'hui, et je remercie en passant le NIF de proposer chaque année à la Maison d'Ailleurs la possibilité de faire une discussion avec un artiste, un auteur, ici un BDaste aujourd'hui, c'était de pouvoir parler un peu de la manière dont Frédéric Peters, dans l'intimité de notre conversation, comment il se rapporte à ses propres bandes dessinées, à sa propre création, puis de rentrer peut-être un peu plus loin dans les arcanes de cette création-là. Pas seulement dire, voilà, il y a de la bande dessinée, j'ai envie de lire cette bande dessinée parce que vous les avez peut-être vues à l'extérieur de la salle, mais aussi peut-être d'aller un peu plus loin sur son propre regard. Le but pour moi, c'est de modérer, ou plutôt de lancer des questions à Frédéric pour qu'il puisse décortiquer un peu sa vision de sa propre bande dessinée. Et vous pensez bien que l'exercice n'est pas forcément le plus simple. On va aujourd'hui s'arrêter sur deux titres, les bandes dessinées les plus récentes de Frédéric, qui appartiennent à deux genres différents. Ahama d'abord, qui est une bande dessinée qui a commencé à être publiée en 2011. Dernière opus, c'était l'année passée, 2015. Qui est une série de science-fiction, et il nous en dira un peu plus tout à l'heure. C'est quelque chose qui est... je crois que c'est la dernière bande dessinée de science-fiction que tu as faite. Et puis L'odeur des garçons affamés, qui est une bande dessinée sortie cette année, en 2016, qui elle appartient au genre du western. C'est donc deux genres différents, mais aussi deux types de créations différentes, puisque sur l'une, Frédéric Peters fait tout, le scénario et le dessin, alors que sur l'autre, il collabore pour le scénario. Alors peut-être, je ne sais pas si tu voudrais présenter un petit peu ton travail déjà généralement. Alors on a la couverture d'une bande dessinée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Puis ça nous lancera dans la discussion sur ta manière de travailler et ce que tu peux voir dans ta propre bande dessinée. Bonjour d'abord. Et oui, alors moi je voulais opposer ces deux parce que principalement parce que une était écrite par mes soins et l'autre c'était l'illustration d'un scénario qui venait d'une amie, Lou Wifang, qui l'avait écrite exprès pour moi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand moi j'écris en bande dessinée, je pense que je serais incapable d'ailleurs d'écrire un scénario, enfin si j'en serais probablement capable, mais je ne suis pas sûr que ça m'intéresserait d'écrire un scénario pour quelqu'un d'autre. Quand moi j'écris, en fait, je fonctionne en improvisation. Alors il faut faire un tout petit retour en arrière dans les années 90, au moment de l'apparition de l'association, la maison d'édition française, qui a édité notamment Persépolis, fait apparaître des gens comme Johann Sfar ou comme ça, et qui ont remis au goût du jour quelque chose qui venait en fait de l'underground américain des années 60-70, qui est, et qu'on a retrouvé chez Moebius à la période Métal Hurlant par exemple, qui est la tentative de faire de la bande dessinée en écriture non pas automatique mais improvisée. C'est-à-dire que classiquement dans la bande dessinée, normalement ça fonctionne un peu comme le cinéma, c'est-à-dire qu'on écrit d'abord un scénario, ensuite on le découpe,
en cases. On essaie de faire fonctionner ça en narration de bande dessinée. Ensuite, on fait le dessin au crayon. Et finalement, on fait le dessin à l'encre. Et finalement, on met les couleurs. Voilà. Les Japonais ont rationalisé le système, par exemple, avec des systèmes d'ateliers, d'assistants, etc. Et dans les années 90 est revenue une espèce d'urgence comme ça, une volonté de retravailler dans la liberté totale. Alors c'est intéressant d'ailleurs de faire ça dans un festival de films où les gens sont contraints en permanence par l'équipe, le travail d'équipe et surtout, avant tout, des problèmes de budget. Moi, je n'ai aucun problème de budget. Alors évidemment, on n'a pas la même puissance de frappe en termes de diffusion, mais à l'opposé, on a une liberté par contre totale dont il est assez important de jouir, je pense. Alors moi, j'en profite beaucoup. Pilule Bleue était un vrai... En fait, ça venait de Pilule Bleue, le récit autobiographique que j'avais fait quasiment en écriture automatique, pour le coup, c'est-à-dire vraiment avec une pile de pages blanches, pas de dessin préparatoire, pas de scénario, directement à l'encre, on y va, et si c'est raté, bah, c'est raté. Voilà. Ça, c'était une des grandes marques de l'underground, c'était de se dire, bah, si le dessin est moche, et bah, tout ça, c'est pas grave, on continue, on joue avec les accidents, quoi. Et alors après, moi, j'ai essayé d'appliquer ce système à des séries de genre. Ça m'intéressait d'essayer de croiser les deux. D'ailleurs, lors de la promotion du dernier album, j'ai enfin trouvé une espèce de terme qui pourrait expliquer ça. Je pense que j'essaye de faire de la poésie à suspense. Voilà, ça me plaisait assez comme définition. La poésie, il faut beaucoup de concentration pour se laisser pénétrer par des images complexes, il faut un peu d'abandon. Et puis les récits uniquement mécaniques, de genre, avec des trucs de scénario, ne me satisfaisaient pas non plus. Donc moi, essayer de trouver quelque chose d'intermédiaire, comme ça, je trouvais ça assez stimulant. Et alors j'ai fait ça avec Lupus une première fois, on n'en parlera pas là, et donc Ahama, la dernière série de science-fiction. Cette image-là, elle illustre parfaitement la dimension semi-autobiographique, ce qu'on pourrait appeler en fait de l'auto-science-fiction. Hein. Les Français avaient trouvé ce terme d'autofiction dans les années 90 pour dire qu'on mélange l'intime et l'imaginaire. Alors moi j'ai essayé d'inventer le concept d'auto-science-fiction, c'est-à-dire que j'utilise une matière intime, quotidienne, mais qui est filtré à travers un canevas d'écriture, lui, beaucoup plus classique, c'est-à-dire avec un personnage, un univers, une intrigue, des péripéties, et puis un arc de héros classique, c'est-à-dire un personnage qui commence généralement de façon incomplète ou ébréchée, et qui, en traversant une multitude de péripéties et d'épreuves et d'événements, va se compléter et se trouver lui-même. Donc c'est intéressant de confronter ça à sa propre vie réelle. Ahama, donc, je ne vais pas vous le résumer parce que soit vous l'avez lu, soit ça va être de toute façon trop long, mais il y a une vraie intrigue de pure SF, c'est-à-dire de réflexion sur notre place dans le monde, en fait, hein, notre rapport à la technologie, à la science, à la rêverie, à l'évasion. Pour moi, la science-fiction, c'est aussi un grand genre de voyage et d'évasion. Et puis, j'ai oublié le début de ma phrase, mais dans le mélange entre science-fiction, voilà, c'est un récit typique science-fiction et une dynamique, elle, plus intimiste. Là, vous avez c'est un des passages du livre donc, où le personnage a à peu près ma tête, comme ça se voit assez mal ici parce qu'il n'a pas de lunettes et il a l'air vieux, contrairement à moi. Mais c'est le moment où il fusionne avec son environnement. Ça, c'est une grande phrase que j'avais lue dans une interview de Moebius où il disait que la science-fiction était le meilleur moyen de dessiner à l'extérieur ses propres paysages intérieurs. Alors quand on met ça en perspective avec un récit semi-intimiste, tout ça, ça devient une espèce de mise en abîme assez fascinante, où le personnage lui-même fusionne avec son environnement, alors que cet environnement, c'est moi-même qui l'ai créé. Donc moi-même, je fusionne avec l'environnement que je crée. Enfin, ça crée des jeux. Il y a donc un canevas de pure science-fiction, et puis, par ailleurs, c'est aussi une histoire d'amour entre un père et sa fille. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que
moi, ça m'a pris 4 ans. En gros, 1 an par livre, et il y a 4 volumes. Et comme je ne préécris pas de scénario, là, en l'occurrence, j'avais un canevas, c'est-à-dire j'avais un plan. Pour la faire courte, c'est comme si vous allez en voiture de Genève à Marseille, mais vous ne prenez pas l'autoroute et vous n'avez pas de problème de temps. Donc vous pouvez passer par où vous voulez. Si vous pouvez passer par Paris, vous pouvez prendre des routes de campagne, faire une pause à la montagne, au contraire se ruer sur la côte d'Azur et longer la côte. Voilà. Mais la seule chose que vous savez, c'est que vous partez de Genève et que vous aboutissez à Marseille. Mais là, c'est la même chose, quoi. J'ai un but, j'ai un vague plan, mais je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, ni par où je vais passer. Et ça s'élabore au fur et à mesure. Et comme je traite en même temps, pour rester émotionnellement accroché au récit, je traite de l'histoire de l'amour entre moi, le père, et ma fille, on a le temps qui passe. C'est-à-dire que la relation d'un père avec une fille qui grandit, et aussi avec des histoires de couple, des histoires familiales, tout ce qui tourne autour, tout ça, ça évolue en 4 ans. Ça change. Et ça nourrit le récit au fur et à mesure. Rien n'est jamais clos. Et donc les émotions nouvelles, des péripéties de la vie réelle, viennent modifier le cours du récit qui, lui, est purement fictionnel. Ça m'intéresse, c'est un trouble qui m'intéresse. Des fois, ça crée des confusions, mais je pense que ça donne une vibration sincère et profonde à l'histoire. En tout cas, et puis il y avait quelque chose dont il faut préciser, et ça c'est purement technique, mais moi je ne fais que ça. C'est-à-dire que c'est mon métier, et je fais ça toute la journée, tout le temps. En fait, ça m'obsède tout le temps. Chaque film que j'ai vu ici est une nourriture potentielle pour mon travail. Et donc le grand ennemi du dessinateur de BD, quand il est un peu obsessionnel comme moi, c'est l'ennui. Parce que je n'ai pas d'acteur, je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas de producteur, je fais ça tout seul. Et donc le problème, c'est de réussir à ne pas s'ennuyer, de rester excité tout le long. C'est un système de défense que moi j'ai mis en place, c'est ce que j'essaye de vous décrire ici, qui est un peu complexe. Quand on fonctionne comme ça, il faut l'équivalent de Marseille, c'est-à-dire qu'il faut l'équivalent du but. Et généralement, c'est une vision, dans mon cas. Une vision pas chamanique ou mystique, mais une vraie vision dans le sens où c'est des choses qui arrivent à mon insu, généralement dans le moment qui précède le sommeil, qui est le moment le plus fécond pour la création d'imaginaire. Je pense que c'est le moment où le cerveau commence à faire le tri, réorganise des choses, et tout d'un coup fait surgir des images. Mon Marseille à moi, pour les 4 ans de travail, c'était cette image-là. C'est-à-dire que j'avais l'image concrète, physique, d'un père qui disparaît à l'intérieur de sa fille. Rien de sexuel et d'équivoque, je vous rassure, plutôt une espèce d'allégorie assez évidente de pourquoi on fait des enfants, probablement. C'est-à-dire que si on ramène à un niveau biologique qui nous sommes et pourquoi on fait les choses, il y a de fortes chances qu'on fasse des enfants pour perpétuer nos gènes. Donc à un moment, on disparaît à l'intérieur de sa propre progéniture. Cette image-là est restée jusqu'au bout. Ce que je vous montre là, c'est la fin du 4e tome. C'est-à-dire que moi, c'est mon phare. Je sais que c'est là que tout mon récit va me mener. Il faut que je trouve maintenant un système pour y arriver, quoi. Bon, comme vous pouvez le remarquer, c'est assez facile de faire une conférence et de modérer une conférence avec Frédéric Peters, puisqu'il parle beaucoup. Ouais, moi je peux faire ça tout le long, hein, si tu veux. Mais tu veux parler un peu? Pas directement. Peut-être juste une remarque. Je trouve intéressant l'importance accordée à la dimension autobiographique. Alors, autant dans Pilule Bleue, c'était assez évident, et si vous avez déjà lu cette bande dessinée, ça vous paraît assez évident. Autant dans une série de science-fiction, on a moins l'habitude d'en parler de cette manière. C'est pas qu'il n'en existe pas, c'est qu'on a moins l'habitude parce que justement ce côté récit d'évasion, ou en tout cas distancié, décalé, donne l'impression que l'individu, la subjectivité, est moins encline à exister dans ce décor-là ou dans cette intrigue-là. Est-ce que toi, c'est... Après, ça se pratique une question qui va lancer un quart d'heure de réponse. Donc, est-ce que toi, c'est quelque chose qui était... Est-ce que le cadre science-fictionnel était lié à la dimension autobiographique ou c'était... Tu vois, des fois, on dit, je veux faire de l'autobiographie, je vais prendre de la science-fiction parce que ça me paraît intéressant, parce que j'ai envie de développer la fusion avec l'environnement, par exemple, de manière réaliste, dans un cadre SF.
ou est-ce que c'est quelque chose de différent dans le processus de création? Comme on en voit assez rarement, l'autofiction étant, vous le savez, en littérature, quelque chose qui est très réaliste, faire de l'autofiction en science-fiction, ça paraîtrait presque bizarre. Comment cette espèce d'amalgame entre deux choses qui a priori paraissent antagonistes, tu les as vécues, tu as décidé de les utiliser? Mais en fait, c'est arrivé à l'époque où je faisais Lupus, qui est une autre série de science-fiction, qui elle était alors pour le coup totalement improvisée sur le mode pilule bleue, contrairement à Ama où, comme je vous expliquais, il y avait quand même un canevas, etc. C'est qu'à un moment, il s'est produit quelque chose dans Lupus, c'est-à-dire que ça n'était pas autobiographique, c'était de l'impro. Et en fait, malgré moi, eh ben, les événements de la vie quotidienne, ou même de l'actualité en général, hein, ou je sais pas moi, l'arrivée de l'iPhone, par exemple, vous voyez, des événements comme ça, tout d'un coup, modifient le cours du récit. Et à un moment dans Lupus, ma compagne était tombée enceinte. Et tout d'un coup, ça m'a paru une évidence d'utiliser cet événement et le personnage féminin du récit, et donc tomber lui aussi enceinte. C'était stimulant parce que tout d'un coup, je pouvais utiliser tout ce qui se passait en moi lorsqu'on est papa pour la première fois ou qu'on va devenir papa pour la première fois. Voilà, il se passe plein de choses. Enfin, c'est un chamboulement. Donc, on se questionne, on réfléchit, on est émotionnellement ébranlé, etc. Et je pouvais, comme dans un mouvement de catharsis, en fait, faire sortir ça de moi et le mettre sur le papier pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Et puis après, il y a le domaine du dessin pur, c'est-à-dire que dessiner une femme enceinte, c'est un bonheur de dessinateur. Surtout si c'est un personnage qu'on a dessiné pas enceinte. C'est-à-dire qu'un personnage, il bouge d'une certaine façon, et puis tout d'un coup, sa façon de bouger va totalement se modifier. Une femme enceinte qui bouge, c'est fabuleux. Alors moi, on n'est pas dans une classe de dessin, mais c'est un exercice que je donnerais à n'importe quel dessinateur. Dessiner une femme enceinte qui s'assied. Ça, c'est fabuleux, quoi. Une femme enceinte qui se lève d'une chaise, qui se lève d'un lit. C'est-à-dire que tout d'un coup, on doit comprendre comment le corps humain fonctionne. Bon, alors ça va durer des heures. Mais c'est venu de là. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un écho extrêmement puissant qui se crée entre l'infiniment grand de la science-fiction, c'est-à-dire l'espace, le cosmos, l'exotisme absolu, les planètes étrangères, etc., et l'infiniment petit. Je pense que ça, c'est pas propre aux histoires, c'est propre même à la science, c'est propre à ce qu'est l'être humain, quoi. C'est-à-dire que moi, il ne se passe par exemple pas une journée sans que j'ai très brièvement la vision de moi-même sur un caillou flottant à plusieurs milliers de kilomètres/heure dans l'univers. Il ne se passe pas une journée sans que j'y pense, moi, à ça. Et ça crée un vertige, un écho qui est extrêmement fécond pour la création, en tout cas chez moi. Donc c'était arrivé par accident dans Lupus, là c'était totalement organisé et prémédité. Essayer de voir ce que ça allait créer, quoi. C'est assez, pour moi, c'est assez fascinant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, je ne sais pas, peut-être que pour le public du NIF, c'est moins extrême, mais on entend souvent, quand on parle de science-fiction, quand on parle aussi des fois de fantasy, mais là, on est plutôt sur un cycle de science-fiction, on a plutôt l'impression qu'on nous parle du futur, de technologie, de science, assez peu souvent d'hommes, voire même du créateur lui-même, ici BDaste, ou pour un écrivain, le romancier lui-même. Mais cette idée de soi qu'on met à distance, parce qu'on le met à distance à la fois narrativement, parce qu'évidemment c'est pas Frédéric Peters qui est héros de sa propre bande dessinée, mais en même temps cette distance elle provient aussi du cadre narratif, ça se passe sur une autre planète, cette espèce de jeu avec la distance pour se percevoir, se comprendre, étudier l'anatomie du corps féminin, etc. C'est quelque chose que je trouve assez fascinant et qu'on entend assez peu souvent sur la science-fiction. Est-ce que toi, tu es confronté aussi dans ton travail personnel avec une incompréhension parfois du lectorat ou même de gens que tu côtoies sur cette idée de faire de la science-fiction ce qu'on pourrait appeler une littérature de l'homme, en fait? Non, mais j'ai en même temps assez peu l'occasion. Je suis rarement confronté à des avis, parce que quand je fais des dédicaces et qu'il y a des gens, en fait, les discussions sont très brèves. Donc moi, ce qui me reste, c'est les journalistes, c'est les interviews. Mais non, le problème, c'est que c'est comme tu dis, c'est-à-dire c'est des histoires de milieu. Puis là, je suis moi en permanence dans un milieu où les gens acceptent sans aucun problème ce genre de choses. Mais l'histoire de la science-fiction, c'est aussi que
c'est une histoire d'honnêteté avec moi-même. C'est-à-dire que moi, je pense que la base de ma pop culture personnelle, mes grandes émotions d'adolescent ou de fin d'enfance sont liées à des œuvres de science-fiction. Il y a eu, moi j'ai grandi avec Tintin, j'étais monomaniaque de Tintin jusqu'à 14 ans, je les connais absolument tous par cœur, c'est ma formation, et je continue à trouver que c'est une œuvre géniale, en fait c'est une œuvre monde même, enfin c'est ce que j'explique tout le temps à mes enfants, mais tout est dans Tintin, tout. C'est-à-dire quel que soit le sujet que vous abordez, vous pouvez le traiter par Tintin, quoi, en bien ou en mal d'ailleurs. Et puis un jour, j'ai découvert le mélange de Moebius et d'Akira. Moebius, Akira, Star Wars, Blade Runner, si vous voulez. Bon, voilà, c'est ce genre de truc. C'est arrivé à 14 ans et en fait, ça a laissé une empreinte extrêmement forte sur moi. Et ensuite, tout mon travail, ça a été de m'en affranchir, de commencer à lire de la grande littérature, de me faire une culture de cinéma, etc. Mais en fait, on ne cesse malheureusement, parce que je déteste cette idée, moi, mais je suis obligé de l'accepter, on ne cesse de courir après les émotions qu'on a eues enfant, enfin fin d'enfance, début d'adolescence. Je pense que c'est là qu'on a les émotions les plus fortes et les plus marquantes et qui conditionneront tout le reste. Donc en fait, moi, je ne cesse de raffiner ces sentiments-là. Comme s'il y avait une sorte de volonté de prendre de la distance par rapport à quelque chose qui a tellement impacté qu'on ne peut pas vraiment prendre de la distance. Enfin, exactement. C'est confronter deux choses en fait qui sont intimement constitutives de qui je suis, c'est-à-dire ma vie quotidienne, ma vie familiale ou des choses comme ça, et mes grandes références d'adolescent, pour essayer en fait en les combinant de les mettre à distance. C'est une drôle de. Mais en même temps, dans ton dessin, je pense qu'on l'a vu sur une des slides passées auparavant, il y a cette idée d'avoir une science-fiction très douce. Dans le design utilisé, il y a beaucoup de rondeur. Alors, c'est-à-dire le principe de fonctionner en improvisation, le principe d'être tout le temps en tension et en urgence quand on écrit. Quand moi je fais de la bande dessinée, je dis que j'écris, puisque je ne sépare pas les choses. J'écris en bande dessinée, en fait. Et le fait d'être tout le temps en tension, je pense que ça fait surgir, en fait, à mon insu, la façon dont je vois les gens et le monde. C'est-à-dire, ça n'est pas prémédité. Je ne me dis pas, mon Dieu, il faut que j'aille chercher de la douceur, de la rondeur, parce que je ne sais quoi, le monde en a besoin. Non, en fait, je n'y réfléchis pas. Et ça vient à mon insu. Donc, je pense que c'est une vision du monde et des choses. Je déteste les conflits, je déteste la guerre, je n'ai aucune fascination pour toute cette imagerie qui hante les jeux vidéo mainstream et le cinéma hollywoodien. Tout ça me débecte au plus haut point. Donc, je ne vais pas par là. J'essaye d'être d'être le plus sincèrement connecté avec moi-même. Sinon, je m'ennuie. Si on me donne quelque chose à illustrer qui est très loin de moi, je vais m'ennuyer très vite. Mais bon, du coup, j'ai fait ce PDF qui ne sert à rien parce qu'on va parler. Où on enchaîne là-dessus. On peut enchaîner là-dessus. Parce qu'après, il y a de la technique pure dans tout ça, puisque le but, c'est de réfléchir à la création des mondes. Mais justement, dans le rapport à la technologie, on pense toujours, quand on est, surtout dans la science-fiction, qu'on est dans une littérature ou une BD qui peut être assez froide. Ou assez métallique d'ailleurs. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on entend des gens qui en regardent pas ou qui en lisent pas. C'est que c'est très froid, c'est très techno, etc. Et toi, quand on regarde, on l'a vu avant, on pourra le voir bientôt aussi, il y a cette idée, alors indépendamment de la volonté, une sorte de message idéologique, je veux dire, un peu de douceur dans le monde, un peu à la Miyazaki, comme ça, il y a cette espèce de monde de science-fiction qui est très poétique. Et qu'on ne voit pas si souvent dans la bande dessinée. Alors évidemment, on a pu voir des choses, heureusement que certains créateurs se rapprochent de ça. Ce n'est pas forcément ceux qu'on mentionne en premier lieu, ou auxquels on pense en premier lieu quand on pense science-fiction. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez fascinant. Cette espèce de monde où tout est... Pas tout est rond dans le sens un peu à la Schtroumpf, vous voyez, mais dans le sens où quelque chose se mélange qui n'est pas d'abord profondément... typiquement SF, métal hurlant, un peu plus dur comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi... parce que chez moi, il y a une forme d'irrévérence. Il y a une forme de... Je n'aime pas quand tout le monde est d'accord et va dans le même sens. Il y a quelque chose qui, là, me gêne. Et en fait, la science-fiction, c'est un genre extrêmement incestueux. C'est un genre où les gens reproduisent des imageries et des codes sans y réfléchir. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est...
la manette du vaisseau spatial. Moi, j'ai grandi avec Yann Solo qui pousse sa manette, hein, et puis qui va à la vitesse de la lumière. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est une vision terriblement, bon, j'allais dire masculine, mais on va évacuer ça parce que ça fait du sexisme de bas étage. Mais en tout cas, c'est une vision assez occidentale et probablement très américaine, très anglo-saxonne, qui consiste à dire plus le bouton est gros, plus il ira vite. Plus la manette est grande, plus le vaisseau ira vite. Hein. C'est comme il suffit de regarder les voitures américaines, les immeubles américains, enfin toute la société fonctionne comme ça. Et tout d'un coup, moi, je prends de la distance par rapport aux choses, puis je me dis, mais attendez, il faut un minimum de culture scientifique aussi, un minimum de curiosité scientifique. Le voyage à la vitesse de la lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors c'est physiquement pas possible. Si un jour ça arrive, ça ne se fera évidemment pas en créant le plus gros réacteur du monde. Si un jour on voyage à la vitesse de la lumière, ça se fera en contrôlant les codes physiques du voyage des photons, enfin de la vitesse des photons. Tout ça, c'est de l'astrophysique. Ça n'a rien à voir avec la taille des réacteurs. Donc tout d'un coup, moi je me dis, mais si je dois créer un vaisseau spatial, j'en ai besoin pour mon histoire, qui aille très vite parce qu'il faut voyager très loin dans l'espace, ben, je ne vais pas lui coller des réacteurs, je ne vais pas lui coller un cockpit avec des manettes. Ça n'a aucun sens. Donc je reviens à la dimension purement scientifique de ce que doit être un objet. L'autre exemple, c'est ce que vous avez sous les yeux là. Alors, lui, c'est ce qui a initié à Hama, c'est-à-dire c'est un singe robot. Alors peut-être on va le mettre dans l'autre sens, c'est un robot singe. Quand on regarde Blade Runner ou les choses comme ça, la perfection ultime du robot, c'est l'humanoïde. C'est-à-dire c'est celui qui va ressembler le plus possible à un être humain. Mais moi j'avais lu en préparant Hama beaucoup d'articles scientifiques, etc. J'étais tombé sur un article sur la robotique japonaise. Ils ont fait une étude. Plus les robots sont semblables aux êtres humains, plus ils créent de l'angoisse chez l'être humain. Plus le robot est réaliste, plus il crée de l'angoisse chez l'être humain. Les Japonais, ils essayent d'accompagner les vieilles personnes avec des robots très perfectionnés, ce qui me semble une assez bonne idée vu l'état de la société japonaise. Et ils ont constaté qu'il fallait leur donner des apparences de chats ou de créatures non existantes, mais surtout pas humaines, parce que ça créait une angoisse chez la personne. Pourtant, aujourd'hui, combien de films de science-fiction vous voyez qui ne réfléchissent pas à ça? Et les êtres humains ont une apparence, les robots ont une apparence d'être humains. Il est très peu probable que ça se produise comme ça dans la réalité. Donc moi, ça m'amusait de créer dans le futur un robot ultra perfectionné, ultra puissant, ultra intelligent, et à qui on a évidemment donné l'apparence d'un singe pour bien lui rappeler qui est le patron. C'est-à-dire qu'on inverse il y a beaucoup d'ironie, en fait. Je pense que voilà, j'ai un esprit aussi probablement assez ironique sur les choses. Et du coup, c'est ça qui... Et je n'ai pas de producteur, moi, au-dessus, pour me dire, mais non, mais ça ne va pas passer, donne-lui l'apparence d'une belle gonzesse, ça fera venir les gens au cinéma. Tu vois, personne ne me dit ça. Moi, je ne fonctionne qu'avec mon propre cerveau. Donc, il y a que l'ironie qui gouverne, finalement, dans ce cas-là. Voilà, c'était la démarche dans ma tête, c'était celle-là. Et je pense que c'est assez crédible. Je pense que l'être humain va très vite se sentir menacé par la technologie qu'il a créée, et il va mettre au point des stratagèmes pour la laisser à distance. Enfin, ça, c'est peut-être mon souhait. Peut-être que ce n'est pas ce qui va arriver, mais c'est mon souhait. Et il aboutit donc un personnage qui reste probablement graphiquement le plus puissant de la série. Enfin, c'est celui dont on me parle le plus, celui qu'on me demande en dédicace, des choses comme ça. Et c'est lui qui est à la base de tout. C'est-à-dire que c'est à partir de lui et de l'image que je vous ai montrée précédemment que se construit tout le récit. Justement, on construit le récit. Donc là, on voit les personnages. Là, tu nous as parlé de la technologie aussi. Comment repenser la technologie à l'aune d'un monde créé. Voilà un bon exemple de... Voilà les vaisseaux spatiaux dont je vous parlais. Et du coup, moi, je ne vais pas chercher dans la technique, je ne vais pas chercher dans ce que fait la NASA, dans les projets de la NASA ou les trucs là. Moi, je me projette beaucoup plus loin. Puis je me dis, mais si un jour on crée des vaisseaux spatiaux capables de courber l'espace-temps pour voyager à la vitesse de la lumière, on va confier le design à des artistes, pas à des ingénieurs, puisque l'objet n'a aucun intérêt en lui-même.
Donc là, pour le coup, on a surtout le vaisseau à pointe. En fait, c'était une installation d'art contemporain un artiste qui s'appelle Eliasson, qui est islandais d'ailleurs, je crois. Je dis ça à cause de l'euro. C'est pour ça que je dis islandais. Ils sont partout, ces Islandais. Voilà. Puis en fait, c'était un objet dans lequel on était censé rentrer. Parce qu'il y avait un jeu de réfraction lumineuse avec toutes ces formes, et on rentrait à l'intérieur. L'extérieur, pour lui, n'avait probablement aucun intérêt. Mais moi, j'ai trouvé ce truc fantastique. Et en plus, c'est un objet qui est plastique, qu'on peut déformer. C'est-à-dire que si effectivement il courbe l'espace-temps, il va donc changer de forme, hein, puisqu'il va le temps autour de lui va se modifier, donc il va s'étirer comme ça, comme un chewing-gum, ce qu'on peut faire très bien avec ce genre de forme. Voilà, donc je ne raisonnais pas en... J'essaie de sortir de l'inceste science-fictionnel. Voilà. Ce qui me paraît plutôt réussi par ailleurs, dans le sens où voilà, maintenant on a les personnages, la technologie, puis les mondes. Et ce qui est drôle, c'est que vous savez sûrement à quel point on considère souvent la science-fiction comme une littérature. On parle souvent des mondes science-fictionnels, comme si c'était d'abord ça. Je pense qu'on a d'autres genres. Pour la fantasy aussi, on parle souvent des mondes. Hein, c'est comme si dans les mondes, il y avait tout, alors qu'on est d'abord dans le récit. Et je trouve intéressant que tu partes naturellement, c'est-à-dire que c'est pas préparé, d'abord par personnage, puis technologie qui permet des voyages ou des déplacements dans le monde, puis en dernier lieu les mondes. Et tout ça, justement, est intéressant dans la création d'un univers général qu'est le tien. Est-ce que, justement, dans la création des mondes, est-ce que c'est quelque chose qui prend corps autour d'un scénario autobiographique, de personnages, de technologie? Après, je pense que c'est des histoires de... D'abord, il y a de la démarche logique, hein, qui est celle que je viens d'expliquer avec les manettes, etc. C'est qu'on tente de réfléchir les poncifs de la SF. Puis après, il y a des histoires de goût, d'intérêt pour les choses. Il y a beaucoup d'instinct là-dedans. C'est-à-dire que moi, ça c'est ma posture à la John Ford. Vous voyez, on essaie de toujours me mettre, ou les auteurs, de les mettre dans des postures d'artistes. Puis en fait, moi j'explique, mais non, mais moi c'est mon métier. C'est-à-dire, moi je fais ça comme je fais des chaises, comme un artisan fabrique des chaises. Moi, je n'ai rien d'autre à faire. C'est-à-dire que les choses, elles arrivent parce qu'à un moment, moi, il faut que je gravisse cet escalier parce que c'est mon métier. Pour moi, fabriquer un livre, c'est comme gravir un escalier, quoi. Puis à un moment, j'ai fini un livre, je suis arrivé en haut d'un escalier, il faut que je trouve un autre escalier. Parce que sinon, j'ai rien à faire. Donc, je trouve un escalier, puis je gravis, marche après marche. Puis au fur et à mesure, en fait, ça n'est qu'une suite infinie de problèmes à résoudre. Voilà. De petits problèmes à résoudre et de petits choix à faire. Donc il n'y a pas de grande vision kubrickienne comme ça. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que les grands génies du cinéma fonctionnaient par grande vision. Moi, je suis sûr que tout le monde fonctionne à peu près de cette façon-là. Ce n'est pas une façon de me mettre moi au niveau des immenses créateurs, mais je pense qu'il y a beaucoup de mythes qui se mettent en place lors des entretiens. C'est-à-dire qu'on sert aux journalistes ce qu'ils ont envie d'entendre, et aux théoriciens et aux universitaires ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors que dans la réalité, tout ça est très prosaïque, tout ça est très terre-à-terre. J'ai besoin d'un costume, là, maintenant. Attends, j'ai besoin de ce personnage-là. Il a telle fonction. Il est docteur, il est chasseur de primes, il est ce que vous voulez. J'ai besoin d'un costume, quoi. Il faut que je l'habille. Alors, attends, comment je vais faire? Moi, je n'ai pas 2 semaines pour me prendre la tête. Il faut que je le trouve maintenant, le truc. Donc après, c'est des histoires de goût, d'instinct. Ce qui est très drôle, c'est qu'on m'a parlé, par exemple, mais vous faites de la rétro-science-fiction parce que ça ressemble à Flash Gordon et des trucs comme ça, certains costumes. Puis en fait, moi, je m'étais simplement dit, tiens, pour éviter l'inceste science-fictionnel, je vais chercher toutes les références à l'extérieur de la science-fiction. Donc beaucoup de costumes viennent de la peinture de la Renaissance, par exemple. Parce que je trouve, il y a beaucoup de costumes de la Renaissance italienne qui sont extrêmement exotiques et totalement improbables. Et probablement que les créateurs de Flash Gordon ont fait la même chose. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas allé regarder chez Flash Gordon, mais je pense que malgré moi, je suis allé chercher des exotismes qu'eux-mêmes sont allés chercher, quoi. Donc, c'est des coïncidences, c'est beaucoup et se dégage donc, à mon insu, au bout du compte, une image de mon goût personnel, probablement, de ma vision des choses. Si vous avez l'occasion après, pendant les dédicaces, je fais un peu de pub comme ça, ouais, de discuter du statut ou de la posture des artistes avec Frédéric Peters, vous voyez, c'est assez intéressant, hein, cette espèce de dissymétrie qu'il existe entre un discours sur l'acte créatif lui-même, qui est, non, plus il est
inexplicable et métaphysique, et plus il est génial, sans vraiment qu'on sache pourquoi, mais il s'avère que ça marche bien. Et puis plus il est prosaïque et petit à petit, plus ça paraît de l'artisan. Et aujourd'hui, évidemment, quand vous opposez, on a tendance à opposer l'artisan, qui est en fait un artiste raté, puis comme c'est un artiste raté, il peut faire des chaises, alors que l'artiste, il fait un meuble design. Et quand vous discutez avec Frédéric Peters, vous vous rendez compte que, et c'est assez rare à souligner, peut-être parce que en Suisse, on est moins entouré, peut-être où il y a les enjeux économiques, comme tu disais, sont peut-être des fois moins présents, je ne sais pas, hein. Cette volonté de s'abstraire de l'artisanat pour devenir un artiste visionnaire, alors que même le mot des beaux-arts vient du grec qui se traduit par l'artisan, hein, la technique, celui qui résout problème après problème pour que, in fine, ça fonctionne, alors soit au niveau de la BD, soit à un niveau plus mobilier comme une chaise, par exemple. Là, on a pas mal travaillé sur la science-fiction, et je pense que vous avez remarqué à quel point, dans les images qui nous ont été proposées par Frédéric, il y a un lien assez évident en termes esthétiques avec le western, ce qui fait que la transition est assez vite trouvée, puisqu'on avait discuté ou décidé de parler de 2 bandes dessinées, Ahama, qui est une série de science-fiction, et puis de se tourner vers le western. Petite anecdote qu'il fallait absolument que je place à un moment ou à un autre. Je me rappelle, il y a quelques années, Möbius m'avait dit, avant de mourir, les 3 grandes créations du XXe siècle, bon, c'est Möbius, donc comme c'est un artiste et pas un artisan, il ne faut pas questionner le truc, hein, c'est la science-fiction, le western et le jazz. Et là, on a décidé, mais sans référence directe à Möbius, c'est plutôt l'anecdote qui m'a fait rire, de parler de science-fiction et de western. Donc on retrouve du western, et peut-être que tu peux nous parler un petit peu justement, non plus seulement d'une série que tu as créée en termes de dessin et de scénario tout seul, mais une collaboration avec un scénario qui a été écrit pour toi. Oui, d'ailleurs, je terminais à Ama par cette image-là parce que d'abord, il y a l'euphorie de la création, il y a des moments d'euphorie quand on fait ce boulot-là, il y a des moments où tout d'un coup, littéralement, on plane et il y a un sentiment de surpuissance. Mais c'est aussi parce qu'elle fait le lien entre la SF et le western. C'est vrai, il y a quelque chose d'assez proche. Oui, alors le western en question, L'odeur des garçons affamés. Il y a quelques années, Lou Wei Fang, qui est une scénariste française d'origine laotienne, c'est juste pour expliquer son nom. Je l'avais rencontrée, elle avait fait quelques livres que j'avais beaucoup aimés, qui étaient très troubles. Elle traitait de la sexualité d'une façon assez inédite, je trouvais, et très troublante, quoi, dans le bon sens du terme. Donc je lui avais proposé une collaboration. Elle est revenue quelques années après en me disant, voilà, j'ai 3 pistes. J'ai oublié les 2 autres. D'ailleurs, elle aussi, entre-temps, je ne sais plus quelles sont les 2 autres pistes, parce qu'au milieu, il y avait la piste de faire un western gay-friendly. Et j'ai trouvé ça très stimulant dans sa bouche à elle, parce que dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça peut très vite devenir de très mauvais goût. Mais là, tout d'un coup, le projet me semblait intéressant. Elle est revenue à la fin avec le récit écrit. J'ai juste demandé 2-3 modifications. Voilà. Mais le travail est donc totalement différent. Ce qu'elle me rend, elle, comme elle travaille pour le cinéma aussi, c'est un scénario qui ressemble tout à fait à un scénario de film, c'est-à-dire mise en place de la situation, dialogue. Voilà, j'ai insisté pour ne pas avoir de prédécoupage dans le scénario. C'est-à-dire qu'en bande dessinée, il est très fréquent que les scénaristes disent case 1, nanana, case 2, nanana, etc. Et je pense que le seul endroit où se niche le style en bande dessinée, c'est dans le découpage, dans le rythme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on distend, qu'est-ce qu'on contracte, qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on dissimule. Voilà. Et donc je lui ai dit, ouais, on va faire tout ça, mais tu me laisses cette partie-là. Et alors là, c'est un tout autre exercice, c'est-à-dire déjà ça m'intéressait parce que Ahama, c'était synthétique. Tout était synthétique, tout était plastique. C'était le but du récit, hein, faire une science-fiction volontairement. D'ailleurs, c'est étrange que tu disent qu'elle était chaleureuse, parce que moi j'ai essayé de faire du froid, bon, mais visiblement j'ai pas réussi. Et là j'avais tout d'un coup une folle envie de redessiner des arbres, des sapins, des vrais rochers, des paysages terrestres. Donc l'exercice est très différent parce qu'il faut se mettre dans les chaussons de quelqu'un d'autre. Pour moi ça ressemble à des vacances, c'est-à-dire que quand j'écris moi-même, et je vous parlais de cette tension et de cette urgence, là il n'y a plus qu'à dessiner.
le nombre de problèmes à résoudre décroît sensiblement, puisque le principal problème, c'est pourquoi on fait les choses quand on écrit, c'est-à-dire pourquoi ce récit plutôt qu'un autre. Voilà. Alors, ce problème-là est évacué. Et alors, il me reste de la pure, je déteste dire mise en scène en bande dessinée, moi je parle de mise en case, j'aime bien ce terme, voilà. Il reste de la pure mise en case, c'est-à-dire choisir le look général, les personnages. Il y a un travail de casting qui se fait, un changement total de technique aussi, c'est-à-dire là on n'est peut-être pas au bon endroit, on est peut-être trop dans un festival de films, mais à Hama c'était du pinceau avec des aplats numériques, ici c'est de la plume avec des lavis colorés qui ensuite se mélangent à l'informatique pour créer une sensation ouais, c'est ça, de poussière et de chaleur de désert et de lumière. Voilà, si on étudie un petit peu la peinture, on sait qu'il n'y a jamais de noir. Hein, quand on peint la nature, il n'y a pas de noir. Les ombres sont toujours colorées. Et plus elles sont colorées, plus on a un sentiment de luminosité. Ça, il faut regarder les tableaux de Monet et l'impressionnisme et tout ça. Alors il y a une tentative de se reconnecter à un sentiment naturel comme ça. Et puis, alors ce qui était intéressant, c'était à la fois ce qu'on pourrait appeler le casting, c'est-à-dire la définition des personnages en accord avec la scénariste, et le traitement du sexe et de l'ambiguïté sexuelle. Alors ça, c'était passionnant. C'est-à-dire que dans le récit, il y a 3 personnages principaux perdus dans l'Ouest américain, qui sont dans une mission de reconnaissance. Il y a un ingénieur géologue extrêmement viril, voire machiste, de façon presque suspecte. Un photographe ouvertement homosexuel, d'origine irlandaise, très sophistiqué, un peu dandy, et un garçon de ferme que vous voyez ici, qui lui est prépubère, comme ça, une espèce de sexualité très, très équivoque, très ambiguë. Et alors, il fallait définir les personnages et il fallait être très précis sur leur interaction parce qu'il y a une notion à la fois d'homosexualité. Bon, là, je pense que c'est plus trop un problème, à part dans certains milieux excessivement chrétiens ou que sais-je. Mais par contre, il y a un risque de dimension pédophile dans le récit, qui alors là, même pour moi, je vous le rassure, est un tabou absolu. Mais par contre, en termes de fiction, est une patte très intéressante parce qu'elle crée un trouble. Voilà. Et là, alors, tout le boulot était d'essayer de me fondre dans la vision ambiguë que Lou a des relations entre les gens. Elle est vraiment dans cette culture qui n'est pas la mienne d'ailleurs, hein, du genre, hein, de la grande théorie du genre, c'est-à-dire qu'il n'y a ni homme ni femme, il n'y a ni noir ni blanc, il n'y a que du gris. Nous ne sommes que du désir potentiel pour des corps. Voilà. Et peu importe les corps, finalement, on peut être attiré par un homme comme par une femme. C'est une grande théorie qui, moi, ne me séduit pas du tout, mais qui est très intéressante comme sujet de réflexion pour faire de la fiction. Et voilà, juste pour l'anecdote, le dessin ici, ça c'est des extraits de carnets. C'est-à-dire que moi je remplis des carnets. Hein, on n'a pas parlé de ça, bon, on parle de trop de trucs. Et je remplis des carnets, je fais de la recherche pendant plusieurs semaines, je remplis des pages de plein de dessins pour essayer de trouver des pistes. Tout d'un coup il y a des accidents qui se produisent, etc. Et donc j'ai essayé de trouver le bon ton pour l'ambiguïté de l'âge, du sexe, etc. Et alors pour l'anecdote, le dessin à droite, là, provient d'une peinture d'un musée de Moscou. J'étais allé à un salon littéraire à Moscou et j'arpente toujours les musées de peinture des villes où on m'invite. Et voilà, je me suis dit, c'est fou, le nombre de peintures ouvertement homosexuels, voire pédérastes, qui figurent dans les musées de Moscou. J'aimerais bien que Vladimir Poutine fréquente un peu plus ses propres musées. Ce serait pas mal. Il y avait des peintures du 19e comme ça, absolument magnifiques, donc que j'ai redessinées ou prises en photo. C'est juste pour l'anecdote et le paradoxe, quoi. Voilà, autre recherche de personnages, par exemple. Il y a un personnage de chasseur de primes un peu fantastique dans le récit qui était absent. C'est moi qui lui ai demandé de le rajouter. Et voilà, et là, il y a un travail d'échange qui se crée avec l'éditeur, avec la scénariste. On fait des propositions. Elle me dit non, je le verrais un peu plus comme Étienne Dao, période 1986. Vous voyez, des espèces de pistes un peu inattendues comme ça, mais qui créent des déclics.
Je ne sais pas si j'ai pris Étienne Dao. Non, je ne l'ai pas pris. Bref. Et voilà, juste pour clore l'histoire de la distance par rapport au sexe dans le livre, voilà la page que je me réjouissais le plus de faire quand j'ai lu le scénario la première fois. Je savais que les chevaux, les paysages, tout ça, ce serait l'éclate, le chasseur de primes, les Indiens, je savais que j'allais beaucoup m'amuser. Mais il y a une séquence qui définirait tout le livre. C'est-à-dire, si elle est ratée, le livre s'effondre. C'est, je ne vais pas vous révéler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais le moment où le personnage du garçon de ferme et du photographe homosexuel font l'amour dans une grotte. Et le problème, c'est que le personnage du garçon de ferme devait avoir un corps androgyne, et que la seule façon d'avoir un corps androgyne, c'est d'être jeune. Et donc, le problème, c'est que quand on dessine un corps jeune qui fait l'amour avec un corps visiblement plus adulte, on tombe dans ce que je vous expliquais avant, des problèmes de troubles d'imagerie pédophile absolument dégueulasses. Et il fallait rendre ça acceptable. C'est-à-dire il fallait que ce corps juvénile, parce qu'on ne savait pas si c'est un garçon ou une fille, eh bien, il fallait qu'on accepte qu'il ait un rapport sexuel avec un homme. Alors, je vous ai juste mis la page parce que non seulement je me suis beaucoup amusé à la faire, mais en plus, j'en suis, moi, encore aujourd'hui assez content. J'étais troublé en la dessinant, j'étais troublé moi-même, c'était une drôle d'expérience. Voilà, c'est cette image de cul au milieu qui m'a donné le plus de fil à retordre. Cette main masculine posée sur un cul juvénile, c'était quand même très problématique. Et pourtant, voilà, le bouquin a très bien marché. On n'a eu aucun problème d'aucun côté. Je suis ravi. Ça veut dire qu'on a réussi le truc. Et j'espère avoir créé un drôle de trouble chez les lecteurs. En tout cas, je pense que certains d'entre vous, parmi le public, t'en parleront. J'espère en tout cas. Le temps file pour éviter d'être trop à la bourre, disons. Surtout que tu dois enchaîner avec une séance de dédicace. Je propose que, l'idée c'était de voir comment, ou en tout cas d'inspecter un petit peu avec Frédéric Peeters la manière qu'il avait de construire des mondes, le type d'idées, le type de techniques, c'était bien d'en parler aussi un petit peu. L'avantage c'est que tu dis tellement de choses et c'est plutôt positif, qu'on voit bien un peu à la fois ce rapport à soi, ce rapport à des influences passées avec lesquelles à la fois on a été complètement marqué, mais vis-à-vis desquelles on essaie de prendre de la distance. Et puis ce lien, le voyage, le monde désertique, une certaine pudeur aussi dans la manière de traiter des sujets, pas forcément d'ailleurs sexuels en passant, hein, mais tout ça en fait qu'on retrouve. Aussi cette pudeur, moi je repense toujours à Pilule Bleue qui était une des BD que j'ai lu il y a quelques années, qui m'avait beaucoup marqué aussi, qu'on retrouve déjà dans des bandes dessinées, alors autobiographiques et réalistes, bien qu'il y ait un peu de surréalisme qui apparaît par-ci par-là, mais bref, que je vous invite en tout cas à découvrir si vous connaissez ni Ahama, ni Pilule Bleue, ni la plupart, en fait, le pouce aussi, etc. Il est temps, si certains d'entre vous ont des questions, pour pas qu'on soit vraiment trop hors temps, est-ce que quelqu'un a envie de profiter, de poser une question à l'artisan Peeters? Alors, moi, c'était une question par rapport donc, à Ahama pour l'improvisation. À quel point il y a des échecs, tout d'un coup, on suit une piste qui tout d'un coup s'effondre, parce que justement, ça semble extrêmement justement improvisé, mais souvent, quand on fait de l'impro, en tout cas théâtrale, des fois, on fait des trucs qui fonctionnent juste pas du tout. Et à ce moment-là, il y a quand même un moment où on peut peut-être retravailler ça après. Voilà. Alors, mon aide dans l'improvisation, c'est le temps. C'est-à-dire que ça prend du temps de faire de la bande dessinée. Et le système de l'improvisation, il s'est mis en place avec Pilule Bleue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans Pilule Bleue, le début est totalement abstrait, parce que c'était vraiment 100% de la vraie improvisation. C'est-à-dire, je ne savais pas du tout comment raconter ce que j'allais raconter. Donc les premières images sont abstraites, comme vous dessinez quand vous êtes au téléphone. Mais ça prend du temps de faire des dessins. Et le dessin, c'est comme la marche chez Rousseau, c'est-à-dire le dessin, ça crée de la pensée. Alors moi, il m'arrive très souvent d'écouter des podcasts en même temps, mais il y a des moments où je travaille dans le silence.
Et je pense que c'est comme la marche, c'est un stimulateur de pensée extrêmement puissant, le dessin. Ce qui fait que quand je dis que c'est de l'improvisation, c'est en fait pas vraiment de l'improvisation, parce que j'élabore mentalement ce qui va suivre, le temps de dessiner ce que je suis en train de dessiner. C'est-à-dire l'esprit, il a toujours un coup d'avance. Et au fur et à mesure que vous avancez, eh ben, l'esprit, il a de plus en plus d'avance. Parce que quand j'imagine les 10 prochaines pages, je dessine la page numéro 1 et je visionne les 5 suivantes. D'accord ? Et le temps de dessiner les 5 suivantes, je visionne les 25 suivantes. Et le temps après, c'est exponentiel. Le temps de dessiner les 25 suivantes, eh ben, je ne suis pas loin d'avoir imaginé tout le récit, finalement. En fait, l'improvisation, c'est pas tellement... il ne faut pas le prendre comme écriture automatique. Ce n'est pas de l'écriture automatique. C'est plus la volonté de ne pas fixer un scénario. Parce qu'en fait, pour être sincère, très vite, selon le système que je viens de vous détailler avec le dessin, ben en fait, vous avez mentalement la trame de l'histoire. L'idée, ce que j'appelle moi improvisation, c'est de laisser des trous. C'est-à-dire de savoir qu'à des moments, je vais pouvoir digresser. À un moment, je vais pouvoir m'autoriser de tout changer, parce que rien n'est écrit. Donc en fait, je teste mentalement les lignes de récit. Mais il y a des moments où je me suis planté, probablement. En tout cas, je n'ai pas réussi pleinement certaines choses. Mais ça, ça vient avec, si vous voulez. Et puis, c'est pas la plantade absolue. En fait, je sais, j'ai confiance, parce que je l'ai fait avant, je sais qu'à un moment, je vais retomber sur mes pattes. Maintenant, je vais peut-être retomber un tout petit peu de travers, un tout petit peu pas comme il faut, mais bon, je vais quand même retomber sur mes pattes. Mon objectif n'est pas de faire un récit parfait. Mon objectif n'est pas de faire un scénario ficelé. Mon objectif, c'est de créer des sensations, de provoquer chez les gens qui lisent des sensations peut-être un tout petit peu inédites ou un tout petit peu rafraîchissantes. Et ça, si vous voulez, là, il y a le cinéaste indien qui préside le jury, dont moi j'ai vu tous les films depuis 2 ans, parce que ça me provoque exactement ça. C'est-à-dire, je vois bien que ces films ne sont pas parfaits. Je vois bien qu'il y a des longueurs. Je vois bien qu'il y a des moments, c'est foireux, que l'acteur n'est pas bon, etc. Mais globalement, ce que ça me procure, c'est des sensations inédites et stimulantes. Parce qu'on peut faire de l'inédit sans intérêt. Mais il y a de l'inédit fécond, quoi. Voilà. Alors, mon ambition, pour l'instant, c'est celle-là. Mais je vous dis ça, mais le récit sur lequel je suis en train de travailler maintenant, qui est en coécriture avec Serge Lehmann, qui est un écrivain de SF et un scénariste de bande dessinée, là, l'objectif, c'est de créer un vrai récit ficelé, quoi. On est dans le découpage classique d'une histoire, le parcours classique du héros, enfin de l'héroïne en l'occurrence, le climax final, la totale, quoi. Voilà. Mais quand je fais ça, enfin pas ça en l'occurrence, mais à Hama par exemple, ouais. Peut-être le terme improvisation est pas juste. Effectivement, ça n'a rien à voir avec l'improvisation théâtrale. On n'est pas dans le lâcher prise en fait. On est dans l'organique, quoi. On est dans la structure molle, si vous voulez, plutôt. Là, je propose si encore une question, parce que je ne veux pas frustrer quelqu'un. Apparemment, je frustrerai personne. Oui, bah alors. Allons-y. Bah oui, Faites. C'est vraiment genre là plutôt intérêt personnel. Il y a un moment justement, le moment fécond avant de dormir. Comment on pose ses idées justement, parce que enfin, vous prenez des notes, vous prenez des dessins, vous vous en rappelez le lendemain. Je procède comme pour ma consommation de films ou de livres, c'est-à-dire par filtre inconscient. C'est-à-dire que vont surnager certaines visions. Voilà. Des visions, alors entendons-nous sur le terme vision, hein, je ne suis pas un chaman, je ne suis pas une antenne qui collecte des ondes spatiales, c'est pas ça. Des visions, c'est des purs produits de mon cerveau, qui sont des connexions entre ce que mon cerveau a emmagasiné, quoi. Bon. Mais j'appelle ça vision parce que c'est assez concret en fait.
on n'est pas dans le sensoriel vague, on est vraiment dans la vision précise d'une chose. Et il y en a qui subsistent et il y en a qui s'en vont. Là, ça fait 3 ans que j'ai vu dans le tram à Genève un monsieur, je pense qu'il était japonais, vu la petite bosse qu'il avait sur le nez, un monsieur asiatique, mais je pense qu'il était japonais, avec un visage très fin et qui était totalement imberbe. Il n'avait pas de cheveux, pas de sourcils, il était très pâle. Et pour moi, il est devenu instantanément phosphorescent. C'est-à-dire que je pense qu'il était un peu gêné parce qu'il a senti que je le regardais, et pendant les 20 minutes du trajet de tram, je n'ai cessé de fixer ce monsieur. Et je n'arrive pas à m'en débarrasser. C'est-à-dire que je sais que quand j'aurai fini le projet avec Lehman, je sais que je vais faire l'histoire d'un japonais phosphorescent. Il faut que je lui... Entre-temps, il y a eu Fukushima et tout ça. Et donc, tout d'un coup, voilà, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est comme avec le personnage du singe robot. Quand les visions sont suffisamment puissantes, elles agrègent toutes les idées qui vont venir ensuite. Elles fonctionnent comme des trous noirs. Elles attirent tout, même la lumière, quoi. Et là, tout d'un coup, ce japonais phosphorescent, eh ben, ça, c'est l'avantage d'avoir un minimum de succès, même si cette salle ne l'illustre pas. C'est qu'on a des projets sur plusieurs années. Donc du coup, moi je sais que j'ai 3 ans avec ce japonais dans ma tête où je ne vais pas pouvoir l'utiliser parce que je suis sur d'autres projets. Et donc pendant 3 ans, tout ce qui va se produire va être agrégé autour de ce japonais. Je suis à l'affût de tous les noms, par exemple, parce qu'il faut que je lui trouve un nom. Et j'avais trouvé un nom, je voulais l'appeler Torpedo, et malheureusement, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était une bande dessinée espagnole des années 70, je crois, 70, on est en Suisse, on peut dire 70. Et ça m'emmerde, il faut que je lui trouve un nom. Voilà. Mais autrement, ben voilà, arrive Fukushima, arrive tel événement, etc. Ben ça va nourrir ce japonais phosphorescent. Voilà. Et des visions, ben, il y en a plein tout le temps, mais la plupart du temps, elles disparaissent. Donc en fait, non, je ne note pas les choses, c'est purement... c'est du stockage. Ouais. Et puis la mémoire, elle se débarrasse d'elle-même de temps en temps, des scories. Voilà. Voilà, je pense que c'est une belle manière de terminer cette table ronde. Hein. La mémoire se débarrasse des scories, ça pourrait rentrer dans le livre d'or des fins de conférence. En tout cas, je te remercie beaucoup pour si facilement parler de ton travail, mais aussi parler de toi finalement à travers tout ça. Merci à vous d'être venus aussi. J'espère que la discussion avec Frédéric Peeters vous a plu. S'ensuit une séance de dédicace qui a lieu juste en sortant de la salle ici, où vous pouvez continuer à discuter avec Frédéric en profitant de découvrir son travail si vous ne le connaissez pas. Merci en tout cas à toutes et tous. Merci à toi Frédéric et merci au NIF.